Rencontre avec la secrète Gelinotte des bois. Un oiseau sédentaire dont le mode de vie est tout aussi étonnant que celui des migrateurs au long cours. Ce petit gallinacé de la taïga eurasienne est, sous nos latitudes, refoulé par l'activité humaine dans les forêts montagnardes. Mais faut-il encore que ces dernières soient richement structurées pour qu'il s'y installe? La forêt à sapins de la chaîne du Jura s'ouvre. Des buissons apparaissent au détour d'une clairière. On entre au cœur du territoire de la Gelinotte des bois. C'est dans ce type de biotope qu'en 1976, j'ai vu s'envoler quelques ombres fugaces alors que je me promenais avec ma fille sur les épaules. Nous venions de lever une famille. Il aura fallu le recensement des oiseaux nicheurs de ma contrée pour que je reprenne contact avec l'espèce plus de 20 ans après cette première rencontre. En 2002, nous initions, Blaise Mulhoser et moi, une étude plus ciblée. Pour observer la cousine du grand tétras, il ne faut se consacrer qu'à elle. Être à l'affût du moindre indice, du plus petit bruit ou chant. Le mâle signale sa présence par une courte strophe, grêle et suraiguë. Rarement émis, le chant de la femelle est un sifflement plus bref et moins aigu. La gelinotte est le plus petit représentant des tétraonidés. Elle mesure 35 cm, a une envergure de 55 cm et un poids moyen de 400 grammes. Avec cette espèce, on est plus souvent observé qu'observateur. Ayant une ouïe très fine, elle est vite en alerte, et comme elle connaît chaque recoin de son territoire, c'est la spécialiste de la dérobade. D'une extrême sédentarité, trouver un milieu favorable n'est pas une sinécure. Son biotope doit être très varié en structure horizontale et verticale, riche en diversité nourricière et offrir des zones sûres à l'abri des prédateurs. Dans un tel biotope, voir un oiseau, c'est un peu comme gagner au loto. Un inventaire à l'après-vert. Sorbier, alisier, aubépine, églantier, framboisier, noisetier, saule, chèvrefeuille. Toutes ces essences sont prisées comme nourriture à toute saison, qu'elles soient en bourgeons, en chatons ou en fruits. Elles offrent aussi un couvert buissonnant très recherché. Il se révèle que le pâturage boisé est un élément favorable pour la gestion des habitats de la gelinotte, à la condition qu'il existe un bon maillage de bosquets et de cordons boisés entre les secteurs de prés où la ressource en herbe est abondante. Que les résineux ne soient pas élagués, et qu'un couvert herbacé suffisamment haut persiste dans des petites clairières, afin de favoriser la survie des poussins qui pourront s'y cacher. Le pâturage boisé est aussi favorable au maintien des petites clairières intraforestières. Les bosquets, où les multiples essences de résineux et de fruitiers d'âge différents s'entremêlent, sont à valoriser. Ni les basses broussailles, ni les hautes futaies dépourvues de sous-bois, ni les prés trop peu boisés, même si la nourriture est abondante, ne conviennent à la gelinotte. En général, quand on part à la recherche de la petite poule des bois, on revient du terrain plus frustré que conquis. Cependant, l'espèce trahit sa présence de deux façons. Par son chant.
et par les indices qu'elle laisse derrière elle. Plume de mue, empreinte de pas, fiente sécale, crotule à l'allure d'un mégot de cigarette, ou, selon la saison, bain de poudrage. La meilleure période pour découvrir ces indices est le début du printemps. Lorsque la neige fond, elle fait apparaître les amas de crotules accumulés durant l'hiver, ou les fientes sécales décomposées. Certains de ces restes sont vieux de quelques mois, mais leur existence donne une bonne indication de l'occupation d'une zone par une ou plusieurs gélinotes. À la manière d'un détective, la compréhension de la lecture de ces indices va nous en apprendre davantage sur les us et coutumes de l'espèce. Ces indices nous dévoilent où l'oiseau a fait des haltes, et, selon le nombre de crotules, s'il était sur un lieu de gagnage, un reposoir, un perchoir ou un dortoir. Bonne marcheuse, la gélinote vient souvent au sol, où elle alterne prise de nourriture et moments de repos. D'ailleurs, c'est aussi au sol qu'elle s'accouplera et nichera, ce qui rend l'espèce sensible au dérangement. L'affût est quasiment indispensable pour observer les mœurs très discrètes du petit gallinacé. Lors d'une chute de neige, un oiseau se reposant au sol peut se laisser recouvrir par le manteau blanc. Si la neige porte suffisamment, les petits espaces découverts peuvent être traversés à pied. Parfois, l'envol se révèle onéreux. Contrairement à la plupart des oiseaux, qui désertent leur lieu de naissance dès l'arrivée de la mauvaise saison, la gélinote est extrêmement fidèle à son habitat. Pour survivre aux conditions parfois extrêmes de l'hiver jurassien, elle peut compter sur une doudoune de plumes, où chaque plume de duvet est doublée d'une plumule, l'hipporachis. Cette double couche sert de barrière isolante entre le froid de l'extérieur et la chaleur du corps. Elle possède au pied de petites excroissances cornées qui élargissent sa surface de contact avec le sol. On pourrait dire que la gélinote a inventé la raquette à neige pour pouvoir plus facilement se promener dans la poudreuse. Même son anatomie interne est marquée par une adaptation à la vie sédentaire dans le Haut-Jura. La nourriture, constituée de bourgeons et de quelques fruits rabougris et gelés, reste coriace et particulièrement peu nutritive. Après l'avoir ramolli dans son jabot, la gélinote déchiquette l'aliment végétal dans son gésier, muni de petits cailloux qu'elle aura avalés au préalable, des gastrolites. Puis, après avoir transité par l'intestin, les derniers tissus végétaux consommables passeront encore dans le long sécom rempli de bactéries qui se chargeront de décomposer cellulose et lignite. Les fientes sécales sont le résultat de cette décomposition. Elles sont émises le plus souvent le matin, près d'un gîte nocturne, igloo ou perchoir. Pour tous les animaux, l'hiver est souvent rude dans le Jura. S'il y a beaucoup de neige, les prédateurs souffrent de manque de nourriture. En revanche, plus il y a de neige, meilleure est la survie de la gélinote. Si plus de 20 cm de flocons s'accumulent, elle profite de l'aubaine pour se creuser un igloo. Cet abri est constitué d'un couloir, parfois coudé, et d'une petite loge
placé à quelques centimètres sous la surface. Le nombre de crotules au fond de la loge permettra de définir s'il s'agit d'un igloo diurne ou nocturne. Ici, une gelinotte est dans son igloo pour y passer la nuit. Elle a sorti la tête, afin de se situer avant de creuser sa loge un peu plus en avant. L'oiseau peut aussi se mettre en igloo pendant la journée. Dérangé, il ne s'envolera qu'au dernier moment. Se propulsant avec ses pattes, il surprendra l'intrus en sortant telle une fusée. Les igloos se trouvent souvent dans les parages d'un lieu de gagnage. Ils ne sont utilisés qu'une seule fois. Selon les conditions météorologiques et de neige, un oiseau ou un couple peut se mettre en igloo plusieurs jours de suite sur un petit secteur. Une femelle sort de son igloo nocturne au lever du jour pour aller se nourrir. Elle peut par la suite refaire un nouvel igloo pour y passer la journée. Le dérangement humain dû aux activités de loisirs devient de plus en plus important, créant entre autres un maillage de pistes qui permet aux prédateurs terrestres de se retrouver dans des secteurs habituellement peu parcourus. La gelinotte se branche rarement à découvert afin de se protéger des rapaces. On attribue à l'autour le 50% des cas connus de prédation. Une plumée, due aux rapaces, se reconnaît par le fait que les plumes ne sont pas mâchouillées. L'épervier d'Europe est aussi un prédateur. Il s'attaque plutôt aux jeunes oiseaux. Quant aux corvidés, c'est sur les couvées qu'il se spécialise. Les prédateurs terrestres prennent aussi leur dîme, que ce soit le renard ou les représentants de la famille des mustélidés, comme ici la martre des pins. Les trop nombreux chiens non tenus en laisse créent un déséquilibre de la prédation en défaveur de la gelinotte. L'une des périodes de chant les plus intenses est sans doute au début de la saison de reproduction, lorsque les mâles célibataires tentent leur chance auprès des femelles appariées. Dès qu'un mâle territorial entend le chant d'un rival, il s'en approche en courant, cou tendu, plume de la queue en éventail, souvent huppe dressée. Il lui arrive de faire de petits bonds. Dans les faits, l'intrus est surtout coursé. Les indices dévoilent ses poursuites. Agrémenté d'arrêts, d'attitudes de défiance, rarement de combats. De courses rapides, qui parfois se terminent dans les airs. Durant ces affrontements, la femelle n'apparaît pas. Elle attend l'issue de la rixe dans un endroit caché, où son mâle reviendra la chaperonner. Les amours commencent généralement dans le courant du mois de mars, lorsque plus de la moitié du sol est dégagé de neige. Chez les deux sexes, l'augmentation du taux d'hormones sexuelles est corrélée avec l'ingestion des bourgeons des arbres et des jeunes pousses herbacées. Ce végétarien opportuniste exploite la ressource alimentaire la plus abondante du moment, mais également la plus riche en éléments nutritifs. À l'inverse de son cousin le grand tétras, la gelinotte n'ingère presque jamais des aiguilles ou des bourgeons de résineux. De longues haltes attentives lui donnent une impression de nonchalance, qui augmente l'effet protecteur de son plumage aux couleurs d'écorce et de feuilles mortes. L'espèce est habile pour se faufiler entre les branches, à l'ombre, et sans faire de bruit.
À la moindre alerte, elle se fige, et selon le degré d'émotion, l'oiseau hérisse plus ou moins sa huppe. La qualité des herbages est essentielle pour que la femelle réussisse une bonne ponte. Les jeunes pousses de graminées ou de cypéracées contiennent plus de protéines assimilables et de sucre que la nourriture prise dans les arbres. Tout comme le grand tétras, la gelinotte a besoin d'une forêt avec des zones herbeuses rases. Alors que la femelle se gave d'herbes et même de fleurs, le mâle est sans cesse aux aguets. Démarches claudicantes, poitrail dressé ou faisant le gros dos. Le couple émet des petits gloussements de contact. Le mâle s'approche de sa partenaire en gonflant des plumes, caroncule rouge en évidence. L'accouplement est très court et la parade nuptiale est très difficile à observer. Durant cette période, le mâle ne se nourrit presque plus. Son poids, habituellement situé à 400 grammes, chute aux alentours des 300 grammes. Si la qualité de la nourriture printanière a été excellente, la femelle peut pondre jusqu'à 14 œufs, mais le plus souvent la ponte comprendra 7 à 10 œufs. Crotules et plumes de femelles, des indices annonciateurs d'une nidification possible. La ponte est généralement déposée dans un lieu surprenant, près d'un élément protecteur, dans un boisement clair. L'incubation dure environ 3 semaines. L'éclosion de tous les poussins se fait en quelques heures. La mère amène ses petits dans une clairière herbeuse ensoleillée. Sous les herbes, les poussins sont invisibles, seule la poule voit arriver les prédateurs. Face au danger, la poule attend le dernier moment pour s'envoler. Le poussin l'imite, et c'est une gerbe explosive qui surprend l'observateur. Ces petites boules de 10 grammes ont déjà les pattes assez robustes pour suivre leur mère en sautillant. À 10 jours, les poussins peuvent volter pour se brancher. Leur mère, qui s'est éloignée, les rappellera une fois tout danger écarté. Ils grandissent rapidement. Durant plus de 3 semaines, ils se nourrissent exclusivement d'invertébrés, source de protéines précieuses pour leur croissance. Les crotules des poussins révèlent cette alimentation. Les jeunes ont grandi, mais ne sont pas hors de danger pour autant. La famille reste unie jusqu'en septembre, mais un groupe de poules ne passe pas inaperçu très longtemps, même en forêt. En moyenne, sur une couvée de 8 œufs, 2 à 4 jeunes survivent jusqu'à la dispersion. La mue des plumes débute vers la fin de l'été. Les oiseaux prennent alors plus de bains de poussière que le reste de l'année. Une activité de toilettage qui peut durer plusieurs dizaines de minutes. Ces poudrages du plumage servent à éliminer d'éventuels parasites et facilitent la chute des plumes mortes. Le bain se prend en famille. Les cuvettes de poudrage se situent souvent à l'abri d'un tronc ou d'une souche. Le mâle vient aussi au bain, mais pas en même temps que la famille. Mis à part l'observation directe, seule la présence de plumes ou de crotules dans ou à proximité d'une cuvette de poudrage permet de certifier cet indice. Ce bain de poudrage a été utilisé aussi bien par une femelle de grand tétras que par une gelinotte. Là où la terre sablonneuse manque, une taupinière fera l'affaire si la terre n'est pas trop humide. Très fidèle à son territoire, le mâle se toilette rarement loin de son poste de chant favori. Il va gratter avec ses pattes pour se créer sa petite cuvette, se rouler sur les flancs, rester plusieurs instants immobile, plume ébouriffée, ou s'asperger de terre en grattant avec ses pattes. Il va ensuite à couvert pour s'épouster.
Pour terminer sa séance de toilettage, l'oiseau se retirera vers un reposoir, situé le plus souvent au sol. Un petit ourillon aura sa préférence. De ce petit promontoire, il aura une meilleure vision de ce qui se passe aux alentours. Au cas où un importun arrive, il aura vite fait de descendre de sa position surélevée pour s'effacer, en piétant, sans qu'un intrus se doute qu'une gelinotte se trouvait là. Pour l'instant, ce mâle s'occupe de son plumage, où il alterne épouillage, étirement, moments de somnolence, tout en restant attentif au moindre bruit suspect. Une telle séance peut durer plusieurs dizaines de minutes à plus d'une heure. L'oiseau pourra aussi se brancher, passer de longs moments à écouter et observer avant de se déplacer vers un autre reposoir. Entre ces moments de repos, l'oiseau glanera sa nourriture. Il se déplace sans gêne, même sur les plus petites branches pour aller cueillir un fruit. Une alerte de jet ou d'une autre espèce, et l'oiseau se fige. Il peut rester ainsi, telle une branche morte, plusieurs minutes, cherchant la cause de l'alerte. Votre patience est moins figée que la sienne. C'est sur cela que la gelinotte spécule. Un mouvement du causeur d'alerte et la petite poule s'éclipse. À la saison des baies, les crotules sont difficiles à trouver car elles sont plus molles et se décomposent rapidement. Celles émises d'un perchoir sont détruites en tombant au sol. Lors de cette période, ces indices se trouvent le plus souvent isolés, près d'une vieille souche ou d'un petit promontoire où l'oiseau a fait une courte halte. Le forestier a un très grand rôle à jouer pour l'avenir de la gelinotte des bois. Il doit appliquer une sylviculture évoluant de la notion de futaie jardinée vers un nouveau concept de structure forestière en patchwork. Exemple de plantation de fruitiers sauvages pour diversifier les essences dans une petite clairière, ou création d'un cordon boisé par une ONG au milieu d'une trop grande ouverture. L'espèce est curieuse. Elle vient inspecter tout changement dans son milieu. Les grands chantiers impliquent un changement rapide et important du biotope. Pour minimiser leur impact, ces travaux se font dans les secteurs à gelinotte sur une courte période, et spécifiquement en automne. Cependant, après la coupe, la couverture forestière a changé. L'oiseau n'a pas toujours le temps de se réapproprier le nouveau couvert de son habitat et subit une prédation. La réalisation de dessertes forestières permet parfois de créer un effet de lisière dans un massif trop fermé. Mais malheureusement, ces dessertes deviennent le plus souvent une source de pénétration ou de rangement humain, et parfois cela se transforme en bain de foule. La gelinotte va fuir ces secteurs. De même que les lieux dérangés par les promeneurs. De plus, si les chiens sont en liberté. Nichant au sol, le dérangement canin est très préjudiciable aux nichés. La petite poule s'écartera des pistes forestières trop fréquentées et en général de toute source de bruit et de perturbation. La gelinotte est monogame. Chaque femelle ne s'apparie qu'à un seul partenaire. Elle a le choix, car chez cette espèce, il y a plus de mâles que de femelles. Cela varie entre un quart à un tiers de mâles en plus. Celui qui défendra le biotope avec le plus de variété aura les meilleures chances. Nous allons découvrir que chaque mâle possède une mélodie qui lui est propre.
on enregistre le chant, puis, en l'analysant à l'ordinateur, on produit une trace graphique, le sonogramme. Il s'est révélé que le chant des individus ne change pas au cours de leur vie. De ce fait, la trace graphique de leur chant correspond à une carte d'identité de chaque oiseau. En accumulant, saison après saison, les enregistrements de chaque mâle, on peut entre autres connaître leur territoire ou déterminer l'espérance de vie des oiseaux. Cette méthode bioacoustique, simple et non invasive, nous permet, depuis plus d'une dizaine d'années, de suivre, été comme hiver, une quarantaine de mâles sur un site d'étude d'un peu plus d'1 km². Il est à préciser que ces mâles n'ont pas tous vécu en même temps. En pouvant suivre des individus durant une vie entière, nous avons remarqué que certains d'entre eux se contentaient d'un domaine vital d'une quinzaine d'hectares. Dans un cas, un mâle qui a vécu presque 7 ans est resté sur un site de moins de 8 hectares. Alors que, dans la littérature ornithologique spécialisée, on signale une longévité maximale de 7 ans et 3 mois pour un oiseau suédois, plusieurs des mâles du site d'étude ont atteint au moins 8 ans révolus. Le mâle à lisier bat tous les records. Observé pour la première fois en 2002, il était toujours en vie au printemps 2013. Le suivi de la gélinote à l'aide de la bioacoustique, méthode d'investigation très peu intrusive, se révèle très utile pour déterminer les effectifs d'une population, comprendre son organisation spatiale et certains aspects démographiques tels que sexe ratio, taux de survie, longévité des oiseaux. Cette compréhension permet d'intervenir de manière pertinente pour la sauvegarde ou la restauration des biotopes. La gélinote peut être considérée comme un indicateur de la richesse biologique d'une forêt.